Pour cet atelier, FM Logistique, acteur global de la mutualisation, avec Jean-Claude Arnu, directeur commercial, Dominique Horry, directrice projet process, et Benjamin Houry, directeur développement France pour FM Logistique. C'est à vous, je vous laisse la main. Bonjour à tous et merci à ceux qui sont restés pour cette présentation sur la mutualisation. Tout d'abord, nous allons intervenir. Dominique Horry fait partie des équipes innovation au sein du groupe FM Logistique. Et puis Benjamin Houry est le directeur du bureau d'études et de toutes les activités pooling en France. Et moi-même, je suis Jean-Claude Arnu, je suis directeur commercial pour la France. Quelques mots tout d'abord sur FM Logistique. Nous sommes nés il y a à peu près 50 ans dans les contreforts des Vosges, à Phalsbourg. Et nous avons maintenant 3 activités principales. Une activité d'entreposage et de manutention, de conditionnement promotionnel, et puis une activité sur le transport et la distribution. Nous sommes une entreprise indépendante et avant tout une entreprise familiale et 20 000 personnes dans le monde et en particulier dans 13 pays portent les valeurs du groupe. Voilà. Ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a quelques jours, nous avons obtenu la certification Top Employeur qui récompense effectivement les entreprises qui prennent soin de leurs employés. Et simplement pour finir sur ce volet FM Logistique, il fait bien vivre et bien travailler chez FM Logistique. La mutualisation, être un acteur de la mutualisation pour FM Logistique, on a plutôt une date en tête quand on cite FM Logistique, c'est l'année 2004. L'année 2004 a été pour FM Logistique l'occasion de pouvoir effectivement être connu du grand public pour être le pionnier du pooling, notamment dans les activités de transport. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour un acteur de la mutualisation, finalement avoir fait le pooling nous a donné un fantastique levier de croissance. En 2004, nous faisions 350 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons dépassé le milliard. Nous avons multiplié par 3 nos effectifs. Donc aujourd'hui, penser mutualisation, ça a été et c'est encore et ça sera toujours pour FM Logistique un levier de croissance extrêmement important. Benjamin va détailler l'opération et les activités de pooling et de mutualisation dans les activités du transport. Moi, je voulais intervenir en vous disant que la mutualisation, c'est dans l'ADN de FM Logistique et bien avant 2004. En 1982, nous avons construit notre premier entrepôt logistique à Brumath. Quand je dis nous avons construit notre premier entrepôt logistique, c'est que FM Logistique a voulu, à partir d'une demande d'un client, construire lui-même son entrepôt pour donner à ses salariés des conditions de travail privilégiées. Et d'ailleurs, cette vocation de bâtisseur, on ne l'a pas quittée puisque nous continuons à construire nos plateformes logistiques aujourd'hui partout dans le monde, toujours plus mécanisées, toujours plus densifiées et bien évidemment aux normes HQE. Donc en 1982, quand un premier client est venu nous voir pour nous demander de réaliser son stockage, nos dirigeants à l'époque ont eu une première vision qui consistait à dire « nous allons construire un entrepôt évolutif » et pas uniquement pour répondre à la demande de ce client. Et à Brumath, en 1982, on a commencé par construire une première tranche de 5000 m². Et puis très extrêmement rapidement derrière, nous nous sommes retrouvés avec un entrepôt extensible à 40 000 m². Non seulement pour accueillir la croissance de notre client historique, mais pour accueillir effectivement d'autres croissances. Et c'est pour ça que je dis dans cette notion de mutualisation, nous avons commencé chez FM Logistique à mutualiser des surfaces logistiques, mais pas uniquement. Quand on met à disposition des surfaces de stockage, on mutualise également des moyens humains, des moyens matériels, des moyens informatiques
Et ça, ça a été le départ pour nous de la mutualisation. Dans cette âme de constructeur, nous nous sommes donc lancés très rapidement, après cette première expérience, à se dire on va construire des entrepôts mutualisés de plus en plus grands. Et nous avons été, dans les prochaines années, dans les années qui ont suivi, le pionnier des plateformes XXL, c'est-à-dire des plateformes qui vont faire une taille de 80 à 100 000 m². Nous allons fêter dans quelques semaines la 28e plateforme construite en propre en France. Cette année en France d'ailleurs, nous allons construire 150 000 m² d'entrepôts. Et quand vous prenez une plateforme comme Crépy-en-Valois en France, Crépy-en-Valois dans quelques mois va embaucher 9 000 employés sur une surface totale de 170 000 m². Donc nous avons été dans ce domaine-là, les pionniers à construire des plateformes XXL. Quand on est un acteur de la mutualisation, il y a une qualité, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, on sait pertinemment que, et on peut se poser la question, c'est est-ce que le modèle de FM Logistique dans cette construction de plateformes et cette mutualisation sur des surfaces aussi grandes, est-ce que c'est périn ? Eh bien, quand on regarde aujourd'hui les habitudes de consommation, le déplacement des centres de production, les réglementations, on peut se dire qu'une des qualités que nous devons avoir, nous, FM Logistique, par rapport à ce modèle qui est un modèle qui a montré son succès, c'est que nous devons pouvoir nous adapter. Et finalement, s'adapter à son environnement, c'est de pouvoir se dire, nous partons d'un modèle de construction de plateforme XXL et nous sommes en mesure demain, parce qu'en France, on sait qu'il est compliqué, plus compliqué de construire des plateformes XXL, de pouvoir se dire, je vais garder ce principe de la mutualisation, multi-client, multi-activité, mais sur des entreprises de taille, sur des surfaces de taille plus petites, de 30 à 50 000 m². Et c'est ce que nous allons lancer dans quelques mois en France. Voilà, donc s'adapter, être un acteur de la mutualisation, c'est aussi s'adapter finalement et se dire je vais avoir un profil et une taille de clientèle qui va être différente que ma clientèle historique. Et puis enfin, c'est également essayer de réfléchir à l'optimisation de demain. Aujourd'hui, quand vous organisez vos stocks dans des entrepôts, ils sont organisés par produit, par client. Et finalement, chaque client a une partie de son entrepôt. Peut-être demain, l'avenir nous fera réfléchir sur le stockage à partir des canaux de distribution. C'est-à-dire que demain, peut-être que nos clients nous demanderont, plusieurs clients nous demanderont de partager leur rayonnage. Ça peut être effectivement un élément de réflexion, en tout cas c'en est un pour FM Logistique. En 1994, nous sommes à la veille du lancement du conditionnement promotionnel. Un premier client vient voir FM Logistique et nous demande de réaliser pour la première fois une campagne promotionnelle. Une campagne promotionnelle, c'est la mise en lot de produits qui nécessite l'achat d'une machine, une HB. À l'époque, tout va bien, on se lance dans l'aventure. Fort heureusement, le contrat permet de couvrir 100% de l'investissement. Et nous débutons en 1994 cette aventure qui est avoir une nouvelle activité dans le portefeuille d'FM Logistique de conditionnement promotionnel. Très très rapidement, le client revient nous voir et puis le client nous demande de nous occuper d'autres campagnes, mais cette fois-ci sur d'autres technologies pour lesquelles nous n'avons pas la possibilité d'amortir le coût machine. Et qu'est-ce que va faire FM Logistique? Il va reprendre les principes de la mutualisation et nous allons essayer de trouver d'autres industriels capables de mutualiser non pas des surfaces logistiques, mais de mutualiser un parc machine. Et c'est ce que nous faisons avec succès, puisqu'aujourd'hui FM Logistique est numéro 1 en Europe du conditionnement promotionnel. Nous avons en France 12 ateliers, 70 lignes de production et 1000 permanents travaillent dans nos ateliers co-packing. Donc,
la mutualisation, pour FM Logistique, c'est avant tout, encore une fois, un fort levier de croissance. Vous voyez ici, vous avez les différentes technologies que nous maîtrisons. Nous avons dans nos équipes des ingénieurs PAC et nous sommes en mesure, vis-à-vis des industriels, de leur proposer des prestations full service, depuis la conception des emballages ou des displays, la planification, le sourcing, le portage du stock des emballages. Tout à l'heure, on a parlé de la qualité que devait avoir un acteur de la mutualisation sur cette notion d'adaptabilité. On en a parlé dans le débat précédent. On a parlé de la confidentialité. Et je crois que c'est un phénomène auquel nous avons été confrontés très rapidement dans nos activités de conditionnement. Quand on a essayé de chercher des industriels pour partager le parc machine, eh bien, nous sommes de plus en plus trouvés confrontés à des produits qui se ressemblent. Et puis, finalement, on est arrivé à passer sur les mêmes lignes des produits concurrents. Et donc, cette notion de confidentialité, elle est extrêmement importante, en particulier sur le conditionnement promotionnel. Et nous avons, par exemple, quand nous faisons visiter nos ateliers, nous ne mettons pas sur les lignes de nouveaux produits. Nous avons des zones réglementées. Nous avons mis en place des passerelles pour éviter de traverser l'atelier. Et la notion de confidentialité, c'est vraiment un élément clé pour un acteur de la mutualisation. Et puis, pour finir cette intervention, avant de passer la parole à Benjamin, je voulais vous dire également qu'on a vu que la mutualisation apportait la croissance, mais elle apporte également à FM une opportunité complémentaire. Et cette opportunité, c'est de pouvoir avoir un département R&D. C'est de pouvoir effectivement pouvoir se dire comment est-ce que nous concevons nos métiers. Et nous investissons beaucoup. Nous avons aujourd'hui des ingénieurs qui s'occupent de penser aux entrepôts de demain. Nous avons des ingénieurs aujourd'hui, vous voyez à quoi peuvent ressembler nos lignes de conditionnement aujourd'hui, plutôt automatisées. Alors le R&D, ce n'est pas spécifiquement le robot, c'est par exemple les pinces manipulatrices que vous avez vues ici. Et puis enfin, je voulais simplement terminer mon intervention pour vous montrer une chose que vous ne verrez nulle part ailleurs, encore aujourd'hui, il faut attendre peut-être quelques mois, c'est en matière de co-packing un découpeur de caisses. Donc ça, c'est un projet et c'est une vraie innovation pour FM Logistique. En tout cas, la mutualisation nous amène et nous amène très rapidement à faire de la R&D. Voilà, je vais passer la parole à Benjamin. Je voulais peut-être vous donner d'autres aspects et d'autres angles en dehors du pooling sur la capacité et l'ADN de FM en matière de mutualisation. Merci Jean-Claude. Donc moi, écoutez, je vais vous parler du pooling. Concrètement, on en a beaucoup entendu parler tout à l'heure lors de la table ronde. Alors qu'est-ce qu'est concrètement le pooling chez FM? Quelle est la genèse du pooling? Comment c'est né? Et où on en est aujourd'hui? Alors le pooling, c'est né au début des années 2000, d'abord par la création d'une vraie expertise supply chain chez FM Logistique, en coordination de flux, pilotage de flux pour le compte de nos clients. Et à partir de cette expertise, on s'est vite aperçu qu'il y avait énormément de choses à faire et de valeur ajoutée à proposer à notre client. D'où la création du concept de pooling en 2002-2003, avec un premier pilote, avec 2 clients FM Logistique. Et puis, très rapidement, le déploiement de la GMA derrière, donc la gestion partagée des approvisionnements de manière mutualisée, qui permet une optimisation maximum du pooling pour nos clients. Et ensuite, ça a été des déploiements progressifs avec des pools qui se sont créés, des prix, le prix de l'innovation au SITL en 2005, les rois de la supply chain en 2014. Et aujourd'hui, on est à 5 pools existants en France qui fonctionnent et un 6e pool qui est en cours de création.
Alors finalement, c'est quoi le pooling? C'est quoi l'idée derrière le pooling? L'idée, c'est vraiment de mutualiser les ressources logistiques de chacun, industriel et distributeur. Vous avez un industriel qui effectivement va livrer 32 palettes tous les 4 jours, donc lui, il est plutôt en camion complet, tout va bien. Par contre, vous avez un industriel B qui, lui, livre ses 15 palettes tous les 5 jours, avec des difficultés pour capter de la capacité de transport là où il est. L'idée, c'est derrière, au départ de nos plateformes FM Logistique, de faire du camion complet, complet, 33 palettes, et c'est vraiment de viser les 33 palettes et d'accélérer la fréquence de livraison. Et ça peut marcher que si tout le monde est dans un état d'esprit collaboratif. Quand je dis tout le monde, c'est effectivement les industriels, entre eux, mais avec les distributeurs. Pourquoi les distributeurs? Parce que les distributeurs, aujourd'hui, c'est eux qui nous aident vraiment à arriver à cette optimisation maximum en nous laissant la main sur la gestion du remplissage des camions. Et donc en nous laissant la main sur la gestion du réapprovisionnement de leur stock à travers la GPA, la gestion partagée des approvisionnements, la GMA, gestion mutualisée des approvisionnements. C'est vraiment la garantie de bien remplir les camions. Et au final, tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant, à la fois, bien sûr, pour les industriels. Au départ, effectivement, ça part d'une contrainte pour les industriels d'aller livrer de plus en plus fréquemment leurs clients, qui, eux, ont besoin de baisser leur stock. Donc, à travers ce pooling, évidemment, on va permettre aux industriels de bénéficier d'un prix palette camion complet. L'industriel, effectivement, en livrant de plus en plus fréquemment, il va réduire ses ruptures, il va casser plus rapidement la rupture, réapprovisionner plus rapidement. Donc derrière, il va évidemment augmenter son taux de service, réduire ses éventuelles pénalités. Et pour le distributeur, je l'ai évoqué, c'est vraiment une baisse des couvertures de stock, mais aussi d'un point de vue de son organisation logistique, de ses entrepôts, c'est une réduction des mises à quai. Et tout ça, tous ces gains, finalement, ça profite aussi à qui? Ça profite au consommateur qui, lui, voit ses produits plus rapidement en linéaire et tout le temps disponibles en linéaire quand il vient les acheter. Et évidemment, pour chapeauter tout ça, on a cette réduction d'émissions de CO2 qu'on mesure pour nos clients, réduction de nombre de camions qu'on met sur la route, réduction des tonnes de CO2 émises. Et ça, évidemment, tout le monde derrière peut en bénéficier, tout le monde peut communiquer dessus. C'est un vrai atout de compétitivité aussi. Alors nous, notre rôle FM, c'est quoi dans tout ça? Parce qu'évidemment, ce n'est pas facile de collaborer entre industriels déjà, et puis avec ses clients distributeurs. Donc nous, on a vraiment un rôle de facilitateur aujourd'hui. On va essayer de créer une dynamique entre nos clients. On a aussi des clients de la grande distribution, des plateformes qu'on gère pour le compte de grands retailers. Donc on va essayer de rapprocher tout le monde, de mettre tout le monde autour de la table. Et on va définir un cadre, on va définir avec nos clients des règles de gestion. Et on va s'assurer que ces règles de gestion sont bien suivies. On va garantir la neutralité de la relation. Ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure des aspects juridiques, mais effectivement, nous, on est là pour garantir une certaine neutralité. Aujourd'hui, on accompagne nos clients industriels chez les distributeurs, mensuellement, trimestriellement, peu importe, mais on les accompagne effectivement pour parler résultats, parler baisse de stock, parler augmentation de taux de service, réduction de mise à quai, réduction des émissions de CO2. Voilà, on fait l'intermédiaire pour nos pools de clients vis-à-vis de leurs clients finaux. Et bien évidemment, à travers tout ça, on essaye d'imaginer qu'est-ce que va être le modèle de demain. On est vraiment là dans un rôle de facilitateur à la croisée des chemins de tout le monde. Et c'est vraiment là notre valeur ajoutée aujourd'hui chez FM.
Alors aujourd'hui, Yannick en a un peu parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui on a 5 poules en France qui existent, qui fonctionnent. On a 2 poules situées à Crépy-en-Valois sur le soin de la maison, l'entretien de la maison et le soin de la personne. Donc avec différents clients que vous retrouvez sur les slides. On a un pool alimentaire à Longueuil-Sainte-Marie avec un certain nombre d'industriels, assez nombreux, hein, et vous pouvez voir des gros, des petits, de tout. C'est ça qui est aussi important. C'est finalement l'affaire à la fois de gros et de petits. Hein, c'est ce qui n'est pas évident au départ pour un petit d'intégrer un pool avec des gros acteurs, mais finalement c'est le petit qui va apporter la petite touche finale qui va permettre l'optimisation maximale. Donc voilà, donc ça c'est à Longueuil-Sainte-Marie, ce pool alimentaire. À Château-Thierry, on a notre pool cosmétique avec 4 acteurs de la parfumerie. Et un pool alimentaire donc à Entraigues-sur-Sorgue, qui est amené à se développer. Et enfin, en cours de développement, en cours de création, un pool alimentaire à Neuville-au-Bois, donc à côté d'Orléans. Voilà nos pools en France. Et finalement, vous allez me dire, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est la satisfaction de nos clients, hein, cet avantage compétitif qu'on leur apporte. Alors je vous propose de regarder cette petite vidéo qui illustre très bien l'histoire du pool Sphinx, donc ce pool alimentaire à Longueuil-Sainte-Marie, au travers de témoignages de clients, et ce que ça leur a apporté. Le pooling est un concept innovant qu'FM Logistique développe depuis 10 ans. Le caractère innovant de Sphinx, c'est la taille et la complexité. 1 million de palettes mouvementées par an, 7 industriels, 6 enseignes, 10 prestataires logistiques et transporteurs qui œuvrent tous les jours pour livrer en camion complet les entrepôts de la GMS. La complexité, c'est concevoir chaque matin une commande qui regroupe les produits des 7 industriels tout en respectant les contraintes et les objectifs commerciaux de chacun. Alors, la première difficulté a été de constituer un tour de table de partenaires équilibrés. Ensuite, il a fallu donner au modèle des règles de gestion et de pilotage communs. La grande distribution, donc nos clients, demandent un taux de service optimal. Pour les fabricants, c'est très important de gérer les coûts de transport, certainement dans un contexte où le prix du carburant est quand même très élevé. Alors finalement, du côté écologique, comme on mutualise notre transport entre les 7 fabricants qui sont dans le pool, on peut réduire l'impact écologique. Les résultats sont particulièrement probants. La solution a permis d'accélérer la fréquence de livraison sur les entrepôts de nos clients par à peu près 2,5. Ceci offre une grande réactivité, ce qui réduit mécaniquement l'exposition au risque de rupture de nos clients. L'optimisation et la mutualisation des chargements a rendu possible une réduction des mises à quai sur les entrepôts de nos clients de l'ordre de 30%, ce qui est précieux en ces temps d'engorgement d'entrepôts de réception. Aujourd'hui, le pool Sphinx dessert 6 enseignes et plus de 40 points de livraison. Ce projet est un cas d'école de comment faire d'une contrainte initiale, grâce à l'ouverture d'esprit et la collaboration de chaque intervenant sur la chaîne de valeur, une opportunité gagnant-gagnant pour tout le monde. Sphinx, un process déployé sur 6 enseignes et 40 points de livraison. Livraison en camion complet, 38 palettes sol par camion. Une fréquence de livraison multipliée par 2,5 en moyenne. Moins 30% de mise à quai en réception distributeur. Moins 20 à moins 30% de couverture de stock en entrepôt distributeur. Une réduction significative des émissions de CO2. Le pool Sphinx, la logistique autrement. Voilà, petit témoignage client donc, qui vous montre bien effectivement les gains que peuvent apporter le pooling. Donc là, on a vu le pool Sphinx. Le pool Sphinx, ça reste quand même des gros industriels qui arrivent à mutualiser en camion complet à travers de la gestion mutualisée des approvisionnements.
ça s'adresse plutôt à la GMS. Alors vous allez me dire oui, mais finalement, il n'y a pas que ces industriels-là, il y a aussi tous les autres. Il y a tous les autres acteurs qui veulent essayer de trouver de la mutualisation. Et nous, notre ambition aujourd'hui, c'est de proposer une offre de transport complète, mutualisée, qui s'adresse à 100% de la distribution. C'est pour ça que, et c'est une réalité aujourd'hui, on participe activement à la constitution du CRC, dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Donc Xavier vous a exposé les tenants et les aboutissants, où là on s'adresse encore à la GMS. On est parallèlement en train de constituer un réseau de groupage en mutualisant des industriels ou des acteurs du même secteur. Et là, sur la santé, c'est aussi en train de devenir une vraie réalité, en respectant les bonnes pratiques de distribution. Et ça, pour des acteurs qui, eux, ont des petits lots, et pour qui c'est difficile, effectivement, de faire de la gestion partagée des approvisionnements, d'avoir des outils très avancés, très aboutis. Notre offre, c'est vraiment de couvrir l'ensemble de la distribution. Demain, et demain c'était très proche, on est aussi en train de se lancer dans le e-commerce et de proposer une offre de transport e-commerce. Voilà un petit peu le panel de transport qu'on propose ou qu'on va proposer là maintenant à court terme. Et je vais laisser la parole à Dominique qui, elle, va avoir une vision un petit peu plus moyen terme, quoique, finalement, il y a déjà aussi de belles réalisations derrière, qui va vous parler des innovations chez FM. Bonjour à tous. Alors, on a beaucoup parlé de mutualisation, on a beaucoup parlé de flux physiques qui s'adressent à la GMS, qui s'adressent vers des entrepôts, quelquefois vers des magasins. On a parlé d'agilité, le comportement des consommateurs évolue et nous apprécions, nous, consommateurs, de plus en plus d'aller faire nos courses dans un magasin de proximité, ou bien de commander nos courses et de pouvoir aller les chercher dans un drive, ou bien de se les faire livrer. Et ça nous amène à réfléchir sur la livraison urbaine. Alors la livraison urbaine, elle doit également résoudre une équation qui est compliquée, c'est qu'on a des villes qui grossissent de plus en plus et qui se densifient. On a de plus en plus de problèmes de pollution alors qu'on a tous envie de respirer un air frais. Et en même temps, on a notre consommation qui évolue. Ce qui se passe, c'est que l'ensemble des villes, des grandes capitales, est en train de travailler sur le bien-être en ville, la ville verte. Les pays comme la Hollande ont commencé souvent en premier. Paris commence à y travailler. Rome a mis en place une réglementation pour son centre historique l'année dernière, qui n'est plus livrable en camion thermique. Donc toutes les villes commencent à y travailler fortement. En France, on a 25 villes qui ont répondu à un appel à projet et qui vont prochainement, c'est-à-dire dans les 2-3 ans qui viennent, mettre en place des plans d'action avec des zones de restriction pour les véhicules thermiques et l'utilisation majeure de moyens propres. Alors ces livraisons urbaines, elles ne concernent pas uniquement les quelques colis pour les commandes que l'on a fait sur Internet. D'abord, elles concernent un ensemble de professionnels, des grands chargeurs comme nos clients peuvent avoir 2 réseaux de distribution. Par exemple, Eugène Perma fait des produits grand public, des shampoings, des produits de coloration, mais il s'adresse également à des professionnels comme les coiffeurs. Certains de nos clients ont des boutiques en ville. Vous avez vu qu'on était spécialisé cosmétiques, produits agroalimentaires et Benjamin a évoqué la santé. Donc on ne parle pas d'aller livrer un colis qui fait 1 kilo, mais on parle de livraisons qui sont supérieures, qui peuvent faire 30 à 1 tonne 2, voire au-delà selon la nature des produits. Alors comment on veut appliquer les principes de mutualisation sur la livraison urbaine?
En livraison urbaine, le premier point, c'est que déjà, il faut se rapprocher de la ville. Et donc, de la même façon que nous avons utilisé la mutualisation pour aller livrer des entrepôts de la grande distribution, eh bien, on va appliquer ces principes pour se rapprocher de la ville en partant des grands entrepôts qui sont régionaux. Alors, pour le moment, on fait ces trajets en camion. Demain, j'espère qu'on les fera en semi-remorque au gaz, mais on examine toutes les possibilités de livraison, y compris le multimodal. Une fois qu'on est arrivé à un hub urbain, eh bien derrière, il faut aller livrer la ville proprement dite avec les moyens qui sont adéquats. Alors les moyens peuvent être extrêmement différents. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir tout livrer à vélo ou en cargo bike, loin de là. On a besoin de véhicules utilitaires, de petits camions et parfois de camions de taille imposante. Et donc là, les énergies, elles seront différentes. Ça peut être du tout électrique, comme ça peut être du camion au gaz. La partie tout électrique étant quand même largement limitée, à la fois en poids pour la charge utile et à la fois en autonomie, puisqu'on dépasse guère les 120 km d'autonomie sur un véhicule électrique. Alors, où est-ce qu'on a démarré? Mais je vous disais tout à l'heure que Rome avait été une des premières capitales à restreindre les livraisons dans son centre historique. Donc, on a démarré Rome en 2014. Alors, on n'avait pas forcément un savoir-faire spécifique sur la livraison urbaine, mais là, on a travaillé en collaboration. Et on a monté une structure juridique adéquate avec un transporteur qui, lui, était spécialisé dans la livraison urbaine. Bon, maintenant, la réglementation sur Rome évolue et s'étend, c'est-à-dire que le périmètre géographique où on ne peut pas livrer en camion thermique sur certains créneaux horaires s'étend. Et donc, on augmente là notre livraison. Aujourd'hui, c'est 5 camions électriques. Plus exactement, ce sont des camions bi-énergie, c'est-à-dire ce sont des camions diesel qui ont aussi batterie, etc., pour pouvoir switcher complètement en électrique, parce qu'on est encore un tout petit peu loin de la zone historique et des événements. Et surtout parce qu'en début de tournée, on a parfois des produits un petit peu lourds à transporter. On a répondu à l'appel à projet de la ville de Paris. Et là, on a travaillé avec nos clients qui avaient déjà l'habitude de travailler en collaboration. Et donc, Eugène Perma, par exemple, sur la partie livraison des coiffeurs. Là aussi, on a plutôt cherché à collaborer et à travailler avec des précurseurs dans le monde de la livraison électrique comme Greenway. Greenway qui vient de changer d'actionnaire et qui maintenant a pour actionnaire le groupe Labattu, qui avait déjà l'entreprise vers chez vous. Là, le projet, il est complet. Il part de la mutualisation au départ de notre site de Château-Thierry, avec un autre client du cosmétique, en plus d'Eugène Perma, qui est l'Occitane. Ensuite, on utilise la solution de Greenway et Labattu. Et puis surtout, on va essayer de mesurer les difficultés réelles de livraison en s'appuyant sur le savoir-faire d'Egis, qui permet de mettre en place des petits plots sur les aires de livraison, et ça va nous permettre de mesurer l'aire de livraison, elle est disponible, pas disponible, le temps qu'on passe exactement pour pouvoir se garer, etc. Et donc remonter des statistiques importantes pour remonter à nouveau la chaîne, comme on l'a fait avec la grande distribution, comme l'a fait tout à l'heure Monsieur Enaf avec ses partenaires distributeurs, en mettant en place des jours et des heures fixes de livraison, et essayer de remonter l'information jusqu'au point de livraison, le coiffeur, le magasin, en lui disant écoute, quand je te livre à 10h du matin, c'est mieux parce qu'il y a moins d'encombrement, il y a moins d'attente, plutôt qu'à 8h, parce que là c'est plein et qu'il y a d'autres livraisons qui nécessitent d'être faites très tôt le matin.
Sur Paris, on est en train de se déployer. On a plusieurs clients qui sont intéressés, dont Henkel, mais bien d'autres également. Alors, on a démarré également à Milan. Alors, à Milan, vous voyez que la petite fiche, elle n'est pas énormément remplie. C'est un peu normal. On a démarré fin février avec un industriel du cosmétique pour aller livrer ses boutiques au niveau de Milan. Bon, je n'ai pas fait d'autres fiches, mais on a démarré début mars à Madrid pour ce même client. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de proposer à nos clients industriels ou distributeurs une solution qui fonctionne selon le même process sur les grandes villes ou capitales. Alors pour le moment, on a prévu un déploiement sur l'année 2016, donc Milan, Rome, Madrid, Paris, peut-être d'autres villes en France, mais aussi Varsovie et Moscou, qui sont des capitales où on est déjà en train de travailler. Voilà pour cette partie mutualisation, collaboration. Vous avez vu qu'on collabore avec des transporteurs existants parce que autant les modèles économiques sur la mutualisation, transport de l'eau, camion complet, transport de demi-lot, transport de palettes ont été éprouvés, autant les modèles économiques de la livraison urbaine en camion électrique, ils se cherchent encore un peu. Donc, on a intérêt à tous travailler ensemble pour pouvoir massifier le plus possible les flux et ne pas essayer de monter chacun dans son coin ses propres solutions. Donc, on s'ouvre de plus en plus. On s'ouvre aussi à l'innovation au monde des start-up. Alors, comme je travaille à la direction innovation groupe, j'ai dans mes missions de travailler avec plusieurs incubateurs et d'être proche des start-up. C'est une forme de collaboration pour rester le plus ouvert possible. Je vais vous en citer une parmi un grand nombre parce que son sujet porte également sur une forme de mutualisation ou tout au moins d'optimisation, c'est stock booking. Alors stock booking, c'est quelque chose qui sera assez numérique, assez digital. L'objectif de cette start-up, c'est de mettre en relation des logisticiens, des transporteurs, des chargeurs qui ont de la place entrepôt disponible parce que leur activité est saisonnière. Et d'un autre côté, peut-être des logisticiens, des chargeurs, des distributeurs qui, eux, ont des pointes et des besoins logistiques également saisonniers et d'essayer de mettre en adéquation cette opportunité et ce besoin d'agilité. Alors j'ai quelques petites fiches et ceux qui sont intéressés pour être bêta-testeurs dans quelque sens que ce soit, rapprochez-vous de moi après cette présentation. Je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées de Nicolina. Alors, en résumé, sur tout ce que nous avons vu avec Jean-Claude, Benjamin et puis moi-même, je dirais que la mutualisation, c'est un levier économique, mais pas que économique. Ça a bien été mis en évidence par plusieurs speakers de qualité. Un levier économique pour des solutions de qualité, on parle bien de solutions, et pour tous les acteurs de la supply chain. Donc les tentatives collaboratives, les process collaboratifs ont démarré. On l'a vu avec M. Inaf tout à l'heure. On le voit que c'est à plusieurs niveaux dans la supply chain. Je dirais juste, collaborons, partageons, avançons tous dans le même sens. Ça sera la conclusion de cette présentation. Merci. Avez-vous des questions? Je suis sûr qu'il y en a. Sur les expérimentations FM Logistique. Oui, j'arrive. Bonjour, présentez-vous.
Bonjour, Guillaume Lasbazeille, Société Nova Décision. Effectivement, a priori, tous les schémas de mutualisation que vous avez présentés présentaient toujours un point de départ, votre plateforme de massification, enfin votre plateforme logistique, et un point d'arrivée, qui en règle générale était une plateforme de la GMS. Est-ce que vous envisagez de tester des schémas de mutualisation où vous auriez éventuellement un point de départ avec plusieurs industriels sur votre plateforme logistique et des livraisons multiportes qui seraient à l'échelle d'un périmètre cohérent, peut-être le département, mais sans qu'il y ait nécessairement un point de livraison, parce que naturellement, sinon, ça réduit ce schéma directeur de la mutualisation aux produits de grande consommation et à la GMS. Donc, est-ce que voilà, un schéma avec des livraisons multiportes à proximité vous paraît techniquement réalisable ? Oui, tout à fait. Et alors, il y a deux choses, en fait. Il y a d'une part plusieurs points de départ. C'est vrai que dans les poules que j'ai montrées, tout partait du même point. Dans le passé, un des poules avait un client qui n'était pas un client logistique FM, qui était chez un de nos concurrents sur une plateforme à 20 ou 30 km. Et effectivement, donc, on organisait une ramasse, on faisait du multipick, et puis on allait livrer effectivement une plateforme unique de la GMS. On a, et je l'ai montré tout à l'heure dans mon slide de conclusion, on participe aussi au modèle CRC. Le modèle CRC, c'est quoi? C'est finalement sur un hub terminal de dégrouper des commandes, de grouper et dégrouper des commandes de plusieurs clients à destination de plusieurs plateformes. Donc ça, effectivement, le CRC répond à votre question et est un des dispositifs de notre offre. Dans notre offre de groupage aussi, qui ne s'adresse pas forcément à la GMS, puisque le CRC s'adresse à la GMS. Par exemple, je vais prendre le cas de la Bretagne. Aujourd'hui, chez FM, on est capable, dans l'Oise ou la région parisienne ou l'Aisne, d'organiser une ramasse de plusieurs clients, de tracter ces commandes sur un hub de passage à quai en Bretagne et de rééclater ensuite à destination d'un certain nombre de clients qui se situent en Bretagne et Pays de Loire. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait déjà. Voilà. Donc, en fait, tous les schémas sont possibles. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Je suis désolé. Hein. Bon, moi, j'en ai... Une question, oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, j'arrive. Il était temps. Hein. Oui, bonsoir. J'ai du mal à me réveiller, excusez-moi. Juste une question par rapport à votre expérience sur Rome. Oui. Est-ce que vous avez déjà des retours, entre guillemets, peut-être pas quantitatifs, mais au moins qualitatifs, peut-être quantitatifs si vous les avez, sur les bénéfices que cela a apporté à vos clients, voire peut-être aux transporteurs partenaires de l'opération ? Alors sur Rome, je vous ai dit, on a démarré en 2014. Alors les bénéfices environnementaux, on avait mesuré pour 2015 90 tonnes de CO2. Est-ce qu'il y a un bénéfice qualitatif pour nos clients ou les clients livrés? C'est un petit peu compliqué puisque la livraison urbaine s'est mise en place avec du moyen électrique du fait de l'évolution de la réglementation. Donc il fallait à tout prix trouver une solution. Est-ce qu'il y a un modèle économique? En 2015, on ne l'a pas trouvé. En 2016, on commence à le trouver avec des clients additionnels. Ça nous permet aussi d'être beaucoup plus proches à travers notre partenaire des points de livraison et de commencer à pouvoir proposer des services de micro-logistique, c'est-à-dire par exemple du réapprovisionnement entre magasins implantés en ville, du petit stock déporté, etc., pour pouvoir libérer de la place de vente dans le magasin. Voilà. Donc à Rome, on en est à ce stade-là. Messieurs, dames. J'arrive, monsieur.
Bonjour, Samy Meur, groupe OnePoint. Alors, j'aurais deux questions. La première serait comment vos clients vous payent? Est-ce que c'est en forfait? Est-ce que c'est un mix entre, je sais pas moi, un prorata de palettes par voyage, kilométrage, tout ça? Et deuxièmement, j'aurais aimé savoir, en fait, certes, il y a de la confiance entre vous et vos clients, mais est-ce qu'il y a quand même une vérification ou un rapport du client final, par exemple le distributeur, et l'industriel pour dire voilà, j'ai bien reçu la quantité que j'ai commandée. Est-ce qu'il y a ce genre de rapport entre les deux, puisqu'il y a un intermédiaire forcément maintenant entre les deux? Merci. Mais si on parle de mutualisation et de livraison grande distribution, il y a dans tous les cas toujours un rapport sur la quantité. Voilà. En termes de confiance et de partage des coûts, il y a des règles de gestion qui sont proposées et validées par FM. Alors en général dans la vie c'est pas toujours tout rose et il faut prévoir tous les aléas, cas de figure, j'ai un produit qui est en rupture, j'ai une palette qui tombe juste avant le chargement, etc. etc. Donc nous on a un ensemble de règles de gestion qui sont validées par l'ensemble des membres du pool. Et donc après on peut appliquer ces règles-là ou les faire évoluer, puisque ces règles-là, elles sont recommandées par FM, mais elles sont toujours définies et validées par le pool. Messieurs, dames. Moi, j'en ai une petite. Vous avez parlé d'hybride, vous avez parlé d'électrique. Pas beaucoup de gaz naturel comprimé ou liquéfié. J'ai animé un débat hier là-dessus. Tout le monde apparemment a l'air de se lancer, a l'air de se regarder. Qui va tirer le premier? FM, on est où là-dessus? Surtout que vous avez un... Allez-y, pardon. Oui, alors effectivement le gaz. Donc le gaz fait partie de notre offre aujourd'hui. On est en train de se lancer sur le gaz. Là, on a fait un test dont on a eu les résultats il y a quelques semaines. Comprimé ou liquéfié là? Liquéfié. Voilà. Donc on est en train de regarder effectivement, on est en discussion avec plusieurs clients ou prospects effectivement pour mettre en place des moyens au gaz en mise à disposition. Donc ça serait du dédié effectivement. L'idée étant quand même d'être pas loin d'une borne de réapprovisionnement, puisque aujourd'hui c'est quand même le problème. C'est encore un peu le point faible. Voilà, mais ça fait effectivement, on a des discussions et sans rien dévoiler, on devrait d'ici quelques semaines annoncer qu'effectivement on se lance dans le gaz avec un client en particulier. Voilà. Ce qui revenait souvent dans le plateau, c'était le manque de puissance et le manque d'autonomie. 700-800 km maxi, c'était même parfois un peu juste. C'est ça, oui. C'est ça. C'est pour ça que nous, on va rester sur de la courte distance, des boucles en dédié, avec une base de réapprovisionnement qui est un peu centrale finalement et qui permet de garantir une autonomie suffisante. Voilà. Messieurs, madame, on retrouve FM Logistique demain dans le débat, en la personne de votre DRH, dans le débat sur les nouveaux métiers de la logistique. C'est à, je ne sais plus à quelle heure, 14h30 peut-être. Je crois que c'est ici, je ne sais plus. Ce sera mon dernier débat animé, ça fera le 13e. Après, j'irai me coucher. Merci beaucoup, merci à vous. À demain, au revoir.